Merci de vous joindre à nous pour cette autre sortie d'International, le tour de l'actualité mondiale sur Camnews 24. Nous parlerons dans un moment des tensions russo-ukrainiennes, ensuite un tour à Guantanamo pour voir clair sur le transfert des 15 prisonniers de cet établissement pénitentiaire vers les Émirats arabes unis. En Afrique, la campagne présidentielle gabonaise et le massacre de Béni sont aussi au menu. Le décryptage de ces différents sujets va se faire avec l'appui du journaliste consultant, spécialiste des questions internationales, Ghislain Kougan. Bienvenue Ghislain. Au plaisir Donald, merci pour l'invitation. Commençons donc par dérouler le programme qui vient d'être annoncé. Au Gabon, justement, la campagne électorale pour la présidentielle du 27 août prochain a été lancée samedi 13 août. Les 14 candidats en lice ont 2 semaines pour convaincre les électeurs. Au Gabon, la campagne électorale a été officiellement ouverte le samedi 13 août 2016 sur l'étendue du territoire national. Devant des milliers de ses sympathisants réunis au stade d'Angondje, le président sortant, par ailleurs candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba a d'emblée rassuré les électeurs de ce que le contentieux qu'il opposait à ses adversaires politiques au sujet de sa filiation a été définitivement classé par la Cour d'appel le vendredi 12 août 2016. Sa candidature ne devrait donc plus souffrir d'aucune contestation. Vendredi 12 août 2016, la justice gabonaise, saisie par des opposants aigris et rongée par la haine, s'est librement prononcée sur cette question et a rendu un jugement définitif en ma faveur. Et ce jugement a l'autorité absolue de la chose jugée. Il n'y a donc aucun problème sur mon acte de naissance, encore moins sur ma filiation. Et ceci devrait terminer et clore ce débat qui est odieux et honteux. 2 semaines de l'élection présidentielle du 27 août, le candidat Ali Bongo Ondimba est revenu sur son bilan à la tête du pays. Un bilan jugé positif avec entre autres plusieurs centaines de kilomètres de routes construites, un meilleur système de santé, l'augmentation des salaires des fonctionnaires de 30%. Il a également reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire. Le candidat à sa propre succession entend écrire une nouvelle page de l'histoire du pays en allant plus loin dans les changements grâce à l'égalité des chances en cas de victoire. Voilà. Ali Bongo, qui déclare d'entrée de jeu que les autres candidats présentent un risque pour le pays, a-t-il véritablement jaugé le poids politique et populaire de ses adversaires? Je pense qu'il a l'occasion là de le faire et je pense également qu'il s'agit d'une campagne avant la présidentielle. Vous l'avez évoqué vous-même, 2 semaines et dont tous les arguments sont bons pour notamment décrédibiliser, déstabiliser l'adversaire. Ali Bongo me semble très confiant au regard de son bilan et on peut l'apprécier. Les Gabonais peuvent très bien apprécier le travail abattu par Ali Bongo durant son septennat et il est de bon ton qu'Ali puisse, à travers ce qu'il considère comme acquis, la transformation du Gabon, estimer que les autres candidats représentent des risques pour le pays. Donc cela s'inscrit dans la dynamique, la logique de la campagne électorale qui vise ici surtout à mettre devant ses qualités et puis à égratigner beaucoup plus les candidats d'en face. C'est quand même un Ali Bongo qu'on a vu très revigoré après, au lancement de la campagne, une campagne qu'il a lancée à l'américaine. Ça veut dire que l'affaire sur son identité aurait peut-être ébranlé son moral, mais aujourd'hui, c'est un autre candidat qu'on voit en scène. Je pense qu'Ali Bongo reste dans son cap. Il refuse de céder à la diversion. Il se dit, je suis dans une dynamique, je me suis fixé un cap, je dois renouveler mon mandat, je dois briguer un second mandat, voilà un deuxième mandat, et pour cela, je dois mettre tous les moyens, toutes les chances de mon côté pour avancer. Lorsque vous écoutez Ali durant ses campagnes, il fait un constat clair. Tous ceux qui se liguent contre lui ont pour la plupart travaillé sous le pouvoir de son père Ali Bongo Ondimba et dont ont bénéficié de la politique des privilèges. Parce qu'en réalité, Ali aussi s'offusque de la façon avec laquelle son père gouvernait le pays. Son père n'était pas très regardant, vous savez très bien qu'il y avait des gens qui ont... Déjà, d'ailleurs, c'est l'habitude d'aujourd'hui au Gabon. La plupart des gens sont paresseux. Le président Bongo avait habitué les gens à émarger sans avoir travaillé, avec beaucoup de tripatouillage. L'enfant a pris les rênes, il a essayé d'assécher, comme on dit, le marigot de beaucoup de hauts commis d'État qui avaient nombre de salaires. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui se retournent contre lui parce qu'on estime
Comment est-ce que tu peux venir un peu nous mettre à l'écart? Alors que pour Ali Bongo, il faut travailler. Vous verrez que tous ceux-là ont occupé des postes au pouvoir, ont travaillé même avec Ali Bongo. Donc on a le sentiment aujourd'hui qu'il s'agit beaucoup plus de cabale, beaucoup plus de rancune que d'arguments qui militent notamment pour un autre Gabon, comme le réclament ses opposants. Parlant justement de ces pontes du pouvoir, tant d'Ali Bongo que de son prédécesseur, c'est-à-dire son père, Ginzumba Ndama et Casimir Oyemba, par exemple, deux teneurs de l'opposition qui retirent leur candidature et appellent à voter Jean Ping contre Ali Bongo. Cet appel peut-il prospérer quand on sait que Jean Ping n'a pas d'assise politique puisqu'étant candidat indépendant? Non, je pense que Jean Ping, bien que candidat indépendant, peut avoir une assise politique par rapport, par exemple, aux deux autres candidats qui sont ralliés à lui. L'ancien président de l'Assemblée nationale qui a démissionné pour quitter le parti, le PDG, le parti d'Ali, afin de rejoindre l'opposition. Et puis, vous l'avez, Casimir Mbah, qui lui a décidé aussi d'apporter main forte à Jean Ping. Pourquoi? Parce que Jean Ping est sur le terrain depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que Jean Ping bat campagne. Ça veut dire qu'il a pris conscience du fait qu'il n'a pas un parti politique dans lequel il se déploie, a donc choisi de prendre la route, le bâton du pèlerin avant le temps. 2 ans. 2 ans, c'est quand même, je crois, ça fait quand même, je crois, 24 mois. C'est beaucoup. Donc il a travaillé depuis longtemps et automatiquement, avec le carnet qu'il a, avec la posture qu'il a, il a quand même été président en exercice de l'Union africaine. Ça veut dire qu'il a beaucoup de portefeuilles, il a beaucoup de contacts. Vous voyez très bien. Donc, je pense que c'est l'un des arguments, qu'on le veuille ou non, même si on veut nous expliquer que l'argument principal qui a permis au ralliement vers lui est plutôt le fait qu'il est sur le terrain depuis 2 ans. Je pense que non, qu'il s'agit du fait qu'après avoir gouverné, si on le veut, comme on peut l'exprimer, l'Union africaine, il a des contacts à l'étranger, avec la France, avec d'autres pays. On estime qu'avec cela, fort de cette expérience acquise-là, il peut notamment mettre cela en exergue pour bousculer Ali Bongo. Donc il est clair que le seul candidat aujourd'hui au Gabon qui peut tenir tête à Ali Bongo, c'est Jean Ping. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, finalement, tout le monde se rallie vers lui pour le soutenir. Alors, Ali Bongo reconnaît que sous sa présidence, il y a eu pas mal d'avancées et que beaucoup reste à faire. Quelle lecture faites-vous de ce discours de campagne, ou mieux, qu'est-ce qui reste à faire pour Ali Bongo? Non, je pense qu'Ali Bongo veut continuer dans la dynamique de moderniser le Gabon. Il a parlé d'un Gabon émergent à l'horizon 2020. Il a fixé un cap. Il a commencé à travailler de fond en comble. Vous avez un Gabon aujourd'hui qui est de plus en plus prospère. Un Gabon qui se restructure. Il y a des infrastructures qui se construisent au Gabon. Vous avez un Gabon... J'aime bien prendre l'exemple de l'introduction de l'anglais depuis la classe de maternelle. C'est intéressant de voir qu'on veut un Gabon bilingue. On veut promouvoir l'anglais. L'anglais, c'est la première langue économique, la langue du business dans le monde entier. Cela marque déjà une rupture d'avec son père qui estimait que non, l'anglais, le Gabon était uniquement ouvert aux Français. Il y a beaucoup de choses. Il y a une façon de multiplier les partenariats aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la France n'est plus à 100% avec le Gabon? Je peux en profiter pour faire le parallèle avec le PS en France et puis le Parti écologique des Verts qui s'insurge contre Ali Bongo, qui sont totalement opposés à Ali, qui estiment qu'Ali ne doit pas briguer un nouveau mandat. Il y en a qui vont jusqu'à demander à la France d'arrêter sa collaboration policière avec le Gabon. Donc vous comprenez jusqu'à quel niveau les relations entre le Gabon d'Ali et la France se trouvent. Or, de l'époque de son père, vous savez, l'influence qu'Ali Bongo avait au sein du gouvernement français. Donc c'est pour montrer qu'il a pris sur lui, il a fait un choix de rupture dans la continuité, il a multilatéralisé, si on veut, permettez-moi l'expression, et aujourd'hui, le monde évolue dans le sens d'une sorte de maillage, une sorte de melting pot. On ne peut pas vivre dans une relation unilatérale. Donc, et quand on regarde le Gabon aujourd'hui, honnêtement, le Gabon aujourd'hui est un Gabon véritablement émergent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres candidats en dehors peut-être d'Ali Bongo et puis Jean Ping? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres candidats qui peuvent créer peut-être, faire bouger les lignes? Je pense qu'il y a encore quelques temps, on verra, je comprends votre question, on peut la relier à la démarche de Casimir Oyemba, qui me surprend aujourd'hui, qui a rallié le camp Jean Ping. On se souvient qu'en 2009, d'ailleurs, lorsqu'il s'est exprimé récemment au peuple gabonais, il a demandé au peuple gabonais de le pardonner. Parce qu'en 2009, il était candidat, sauf qu'à la veille
de l'échéance électorale, il se retirait pour, je crois, demander, apporter son soutien au président Ali Bongo au pouvoir. Et Kazim Yamba, je tiens à préciser qu'il a été Premier ministre de 1980 à 1994 et que depuis 1994 jusqu'en 2009, où Ali remporte l'élection présidentielle, il était ministre au gouvernement. Vous voyez qu'il s'agit là en réalité de la fin des privilèges. Donc tous ces gens-là connaissent nos pouvoirs. Donc c'est pour dire aujourd'hui que tous comprennent qu'ils ont fait leur temps et qu'aujourd'hui il faut du sang neuf. Kazim Yemba aujourd'hui, honnêtement, il ne peut plus faire grand-chose. Je ne suis pas certain qu'on puisse encore croire en lui. Et la personne qui peut menacer, qui peut déranger un peu Ali Bongo, de par les soutiens extérieurs, mais vous l'avez évoqué, le fait qu'il n'ait pas une bannière politique peut aussi jouer contre lui, mais je pense quand même que pour ce qui est des Gabonais, Ali Bongo reste le meilleur choix. Nous allons maintenant en République démocratique du Congo, après le massacre de Beni qui a causé la mort d'une cinquantaine de personnes dans la nuit du 13 août au 14. La majorité présidentielle demande le soutien des pays voisins face à la rébellion d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées ADF. Selon le gouvernement gislain, le groupe auteur de l'attaque serait désormais lié au terrorisme islamiste, alors que l'opposition impute la responsabilité de l'insécurité dans le nord-est de la RDC au gouvernement de Joseph Kabila. Finalement, quelles leçons tirées de ces approches venant tant du gouvernement que de l'opposition? Non, je pense que cela se comprend facilement. Il y a une opposition radicale entre le gouvernement et l'opposition, cela se comprend. L'opposition, en fait, le point de vue de l'opposition peut se comprendre en ce sens que l'État est garant de la responsabilité de la sécurité de toutes les populations qui existent sur son territoire. C'est son rôle régalien. À partir de ce moment, quelle que soit l'intensité je sais pas moi, d'une insécurité, l'État peut être interpellé comme responsable. Mais je pense qu'il faut aussi analyser la capacité de l'État de RDC, notamment à gouverner, à maintenir la sécurité sur tout le Congo, la RDC. Il s'agit de l'Est. Vous savez très bien que l'Est est une sorte de no man's land avec les pays limitrophes, l'Ouganda, le Rwanda. D'ailleurs, que quand vous parlez des forces démocratiques alliées ADF, Nalu ADF si vous voulez, il s'agit des forces ougandaises, mais qui commettent des exactions à l'intérieur du territoire de la République démocratique du Congo. Excusez-moi de vous couper un peu. Pourquoi cette rébellion ougandaise attaque la population qui est à l'intérieur de la République démocratique du Congo? Justement parce que l'Est de la RDC est un no man's land, est un territoire où le gouvernement central de Kinshasa ne maîtrise pas, n'a pas la même mise sur cette partie-là. Et cette partie-là est la partie limitrophe avec, vous avez les Hutus du Rwanda, vous avez aussi les Ougandais. D'ailleurs, je tiens à préciser que le président Joseph Kabila sort d'une tournée, d'une visite en Ouganda pour justement discuter avec le président ougandais, Museveni, pour voir comment est-ce que les deux puissances peuvent travailler en harmonie pour mettre fin, pour stopper ces massacres récurrents. Et la frontière justement entre la RDC et ces pays-là est tellement poreuse qu'aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'est pas capable. Deuxième chose, dans une lecture stratégique, je ne pense déjà pas que vous allez demander au gouvernement, il s'agit d'une façon de penser la politique, de déployer tous ces soldats et de les envoyer à l'est de la République démocratique du Congo et de ne pas être capable de contrer une menace qui viendrait à la capitale, à Kinshasa, une manière stratégique. Non, ils enverront toujours quelques militaires de ce côté-là, en sachant que la forteresse est au niveau de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'en plus, on critique Kabila Kabange de reporter l'élection présidentielle à l'effet de briguer un nouveau mandat, alors que la Constitution ne lui permet pas. À vous entendre parler, on a comme l'impression que vous prenez la position de l'opposition qui déclare que la responsabilité de l'insécurité dans le nord-est de la RDC revient au gouvernement de Kabila. Non, je précise simplement que globalement, l'État doit assumer la sécurité. Mais je dis maintenant, sur le plan technique, sur le plan pratique, l'État de la RDC n'a pas les compétences, n'a pas les moyens nécessaires de rendre ce territoire viable. C'est la raison pour laquelle le gouvernement en appelle à la communauté internationale et aux pays environnants, aux pays limitrophes, pour qu'on puisse aller dans une harmonie de force pour pouvoir venir à bout des Ougandais. Et je pense des rebelles. Et je pense qu'il faut préciser que c'est après la visite de Joseph Kabila Kabange
Kabangé, dans la province de Béni, que justement les rebelles ont décidé de frapper pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont capables de nuire. Et il faut également noter que les FARD, qui sont les forces de défense, les forces de la police RDC, ont traqué les rebelles dans un territoire à Oualika, ont démantelé une maison de rebelles, une cabale de rebelles, et c'est donc une façon pour les rebelles de réagir à cela que de massacrer, et vraiment, véritablement massacrer une cinquantaine de morts, c'est quand même beaucoup. Et il y a de cela 2 jours également, il y a encore eu des échauffourées, mais le maire de Béni précise que non, le calme est revenu et que chacun a le droit de s'exprimer. Alors, vu le caractère désastreux de la situation humanitaire en RDC, quelle stratégie faut-il développer pour que les politiques à l'unisson soutiennent les forces de défense et dénoncent tous ceux qui sont en complicité avec les forces terroristes? Premièrement, il faut d'abord que les populations prennent conscience de ce qu'il faut dénoncer les malfrats, il faut dénoncer les délinquants. C'est ce qui s'est passé par exemple à Oualika, où l'armée est allée combattre contre les rebelles à Oualika justement. Ça veut dire que la conscience est en train d'être prise par les uns et les autres. Sauf que parfois, il y a des populations qui sont manipulées. Et notamment, lorsque l'opposition prend ce genre de position en disant que non, tout est flou, l'opposition n'explique pas grand-chose. L'opposition dit simplement que tout ce qui arrive, c'est la faute à l'État. L'État doit assurer. Mais techniquement, dans les détails, on ne vous fournit pas grand-chose. Mais aussi, je pense que le pouvoir de Kabila paie aussi le prix de ce que Kabila n'applique pas à la lettre ce que lui demande la communauté internationale. Et dont la communauté internationale n'est pas très enjaillée, comme on dit en Côte d'Ivoire, de lui apporter très rapidement son soutien. Donc Kabila se trouve un peu bloqué et vous avez l'opposition qui surfe sur cette brèche-là et à chaque fois remet en question l'attitude du pouvoir en place. Mais aujourd'hui, je pense que le pouvoir de la RDC se bat comme il peut, mais il n'a pas les moyens. Il faut donc une harmonisation des forces avec le Rwanda, l'Ouganda, pour qu'on puisse venir à bout des ADF, les forces démocratiques alliées. Alors pour sortir, tant que, vu votre expertise, est-ce qu'on peut espérer un temps de répit en RDC? Franchement, la RDC nous fatigue. Je pense que du ping-pong, il y a un petit temps de répit, et puis après ça revient, ça repart. C'est pareil au Mali. Vous avez aujourd'hui des stratégies. C'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre frontale. Les autorités de défense sont capables de battre les rebelles. Et les rebelles le savent. Ils ont pris la mesure des forces en présence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils ont décidé pour la stratégie de la lâcheté, mais qui fait des dégâts. Une cinquantaine de morts, c'est quand même beaucoup aussi. Tous les 3 mois, vous avez une cinquantaine de morts. C'est vrai que vous allez me dire qu'en RDC, ils sont tellement nombreux, mais ce n'est pas un moyen de faire le planning familial. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre la question du boom démographique. Nous resterons en RDC, certainement peut-être hors de ce studio, pour suivre l'actualité de ce côté-là. Rendons-nous à présent en Russie et bien sûr en Ukraine, où on parle de tensions russo-ukrainiennes. Les ministres des Affaires étrangères russes et allemands se sont donc rencontrés à Ekaterinbourg, dans l'Oural. Ils ont discuté notamment du conflit en Ukraine, se rappelant que le ton est monté la semaine dernière entre Kiev et Moscou après l'arrestation par les services secrets russes de prétendus terroristes ukrainiens envoyés par le gouvernement auprès de la frontière en Crimée. Le drapeau ukrainien hissé sur les chars de l'armée. Selon des témoins, des mouvements de troupes sont en cours à la frontière entre la Crimée et l'Ukraine. 2 ans après le rattachement de la presqu'île, la peur d'une escalade entre les 2 voisins est de retour. L'OTAN comme les États-Unis ont dit suivre avec inquiétude l'évolution de la situation, tandis que Kiev se montre offensif. J'ai donné des instructions pour placer en état d'alerte des divisions des forces armées, de la garde nationale et des services de sécurité ukrainiens. Les gardes-frontières devront aussi être particulièrement vigilants dans la région de la frontière administrative avec la Crimée et dans la zone près de la ligne de front. Au cœur des tensions, l'arrestation par Moscou le week-end dernier de plusieurs groupes de personnes présentées comme des saboteurs terroristes travaillant pour Kiev. Filmé par la télévision russe, un homme visiblement blessé a confessé avoir été recruté par l'armée ukrainienne pour organiser des attaques contre des infrastructures en Crimée.
Kiev dément, mais Vladimir Poutine accuse les autorités ukrainiennes d'être passées à la terreur. Dans ce contexte, la poursuite de la médiation prévue début septembre paraît bien mal engagée. Le drapeau. Encore la Russie et l'Ukraine. Alors, le maintien des relations diplomatiques avec Kiev est-il possible malgré l'incident survenu en Crimée? Oui, le maintien, c'est possible. Déjà, c'est ce qui est. Le problème maintenant, c'est au niveau de l'intensité des échanges qui, effectivement, sont sont même absolument en baisse. C'est d'ailleurs la raison de la rencontre que vous venez d'évoquer tout à l'heure. C'est pour essayer un peu de colmater les brèches, pour voir ce qu'il y a lieu de sauver aujourd'hui pour ces deux pays. Je pense aussi qu'il y a, d'une part, l'Ukraine qui ne veut pas accepter avoir perdu la Crimée et qui ne veut pas laisser passer une occasion de se rapprocher, de travailler à récupérer la Crimée. Donc il faut comprendre aujourd'hui que l'Ukraine n'a pas encore fait le deuil de la Crimée. Vous avez la Russie aujourd'hui pour laquelle la puissance, la Crimée est un acquis stratégique. La Crimée est une péninsule aujourd'hui. Donc, à partir du moment où vous avez d'une part l'Ukraine qui n'a pas encore fait le deuil de la Crimée et la Russie qui tient la Crimée pour acquise et qui doit tout faire pour défendre cette péninsule-là, vous comprenez qu'on n'est pas loin d'une relation toujours tumultueuse entre les deux puissances. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'Allemagne, la France et puis d'autres puissances se mêlent au jeu pour notamment essayer de calmer les deux pays. Justement, le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine de passer à la terreur, accusation que les autorités ukrainiennes démentent fermement en les qualifiant de provocation. Est-ce largement suffisant pour craindre le pire? Non, je pense qu'il ne faut pas craindre le pire ici. Je pense quand même que la Russie est tout de même tempérée. Parce que quand Poutine parle d'attentats qui ont été déjoués par les services secrets russes, notamment à la péninsule, la Crimée, c'est une façon pour la Russie de mettre en garde non seulement l'Ukraine, mais aussi la communauté internationale. Que très souvent, vous nous taxez d'être toujours en train de chercher noise, mais là, comprenez que nous subissons déjà. Ça veut dire que la Russie est déjà passée à l'étape d'une quelconque ou d'une probable remise en question de l'appartenance de la Crimée. Pour la Russie, le dossier est clos. La Crimée est un territoire russe, si on veut, non. Et donc la Russie est aujourd'hui en train de dire, voilà que sur mon territoire, je viens de détourner un attentat qui a été fomenté par l'Ukraine. Or, l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, ça vous le savez, essaye, lorsqu'elle a l'occasion, de mettre des petits pions, de voir comment récupérer la Crimée. La Crimée est stratégique, c'est quand même une péninsule hautement intéressante pour les deux puissances. Justement, l'implication de l'Allemagne dans cette affaire, peut-elle contribuer à taire cette nouvelle polémique russo-ukrainienne, vu le contexte de propagande de guerre entre les deux pays? Non, je pense que quand on parle de propagande de guerre, ça veut dire qu'on évalue les forces en présence. Vous parlez de l'Ukraine, vous parlez de la Russie. L'Ukraine, c'est quoi ça? Donc, permettez l'expression. Donc, c'est vrai, guerre, c'est guerre, mais l'Ukraine, c'est quand même la Russie, c'est quand même ce pays-là qui fait peur à tout le monde. Quand on parle de la Russie, on peut voir directement les États-Unis qui peuvent faire le poids. Donc, l'Ukraine aussi compte à sa façon de jouer. Bon, parce que je suis un petit poussin, voilà la Russie qui veut m'écraser, et donc dit au monde entier, venez me sauver. Vous n'allez quand même pas laisser que les plus grands piétinent les plus petits. C'est ça la stratégie de l'Ukraine. C'est pourquoi vous verrez que dans les négociations, vous avez toujours au niveau de l'Ukraine, soit l'Allemagne, soit la France, ou soit les États-Unis, parce que l'Ukraine en elle-même estime qu'elle est une petite puissance et qu'elle va se faire écraser par la Russie. Donc, elle joue à la victimisation, finalement, et ça marche. Et c'est de bonne guerre en matière de politique. Donc, je pense que l'Allemagne aussi doit garder ses relations avec la Russie. Parce que vous savez que les plus grosses maisons d'automobiles allemands, les Benz, Mercedes-Benz, sont installées en Russie. Ça fait beaucoup pour l'économie. Donc, bien évidemment, l'Allemagne, en tant que mastodonte de l'Europe, qu'on le veut ou non, parce qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'est plus dans la zone euro, n'est plus dans l'Union européenne. L'Allemagne, aujourd'hui, se doit de protéger l'Ukraine, mais en se gardant de ne pas aussi jouer très mal sur sa carte pour finir par égratigner ses relations économiques avec la Russie. Donc, il s'agit un peu de tempérer les ardeurs. Et je pense que le sommet du G20 qui est prévu pour septembre 2016, on pourrait, en marge de cela, trouver comment
arriver à une rencontre entre la Russie et l'Ukraine pour pouvoir aplanir davantage les différences entre ces deux pays. On en reparle après le sommet du G20 que vous venez donc d'évoquer. Maintenant, un transfert de 15 prisonniers de Guantanamo vers les Émirats arabes unis est organisé par les États-Unis, annonce le Pentagone. Il s'agit de la plus grande opération de ce type depuis l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche. Le président américain s'est engagé en 2009 à fermer ce centre de détention créé dans une enclave américaine à Cuba après les attentats du 11 septembre à New York. Tourner la page de Guantanamo, c'était l'une des promesses de campagne de Barack Obama. 2 jours après sa prise de fonction, il signe justement l'un de ses premiers décrets, fermer le camp dans un délai d'1 an. Je pense que c'est l'une des idées de nos pères fondateurs, que nous sommes prêts à suivre des principes humains fondamentaux, pas seulement quand cela est simple, mais aussi lorsque c'est difficile. Et la tâche va s'avérer bien difficile pour le président américain. Le Congrès, qu'il soit à majorité démocrate ou républicaine, bloque toute initiative. Pourtant, régulièrement, Barack Obama remet le sujet sur la table, comme ici, en 2013, 1 an après sa réélection. Car Guantanamo est un lieu contesté. Certains détenus, accusés souvent sans preuve, y ont été torturés et se retrouvent en dehors de tout cadre juridique. En 15 ans, près de 800 terroristes présumés ont été enfermés entre ces murs. 242 lorsque Barack Obama arrive au pouvoir. Ces derniers temps, les libérations se sont accélérées, notamment des Yéménites et des Afghans transférés dans des pays tiers. Mais restent encore 61 prisonniers à Guantanamo, pour la plupart non libérables. Craignant de ne pouvoir tenir sa promesse, Barack Obama a proposé en février dernier un plan, transférer les détenus dans des prisons américaines de haute sécurité. Mais une fois de plus, il s'est heurté au camp républicain qui dénonce une menace pour la sécurité nationale. Alors, Justin Pougan, pourquoi le choix des Émirats arabes unis s'agissant justement de la libération ou alors du transfert de ces 15 prisonniers? Non, le choix peut s'expliquer ou se justifier parce que les Émirats arabes unis ont été favorables, ont accepté notamment d'héberger ces prisonniers-là. Pour que le transfert se fasse, il faut que le pays qui reçoit soit disponible, accepte. Donc, il y a beaucoup de pays qui, évidemment, ont eu à être abordés par les États-Unis, mais qui n'ont pas trouvé un local, qui n'ont pas trouvé l'espace nécessaire pour notamment abriter ces prisonniers. Donc, il s'agit des arrangements. Parce que il faut bien qu'un pays puisse trouver les... Vous savez, chez les Occidentaux, les prisonniers sont bien traités en réalité. C'est-à-dire que les surpopulations carcérales qui sont monnaie courante sur le continent africain, d'aucuns estiment que même si vous êtes prisonnier, il n'en demeure pas moins que vous respirez de l'air, vous avez du sang rouge qui coule dans vos veines et vous avez aussi besoin de vivre. En réalité, je pense qu'il y a une humanisation des prisonniers. En fait, je pense que la prison n'est pas un glaive. La prison est un bouclier. Donc la prison est là pour redresser, pour rééduquer. C'est-à-dire que quand on vous met en prison, c'est parce que vous avez dérapé. Il est question pour la prison de vous ramener sur le droit chemin. Et c'est pourquoi après les prisons, vous avez un programme de suivi, ce qui va se faire avec les 15 prisonniers qui vont aux Émirats arabes unis. Il y a des conditions qui sont mises sur pied de suivi de programme pour leur réinsertion sociale. Ça veut dire qu'il faut qu'on les récupère. Ils ont dérapé, il faut qu'ils reviennent sur le droit chemin. Et pour cela, il y a un processus, il y a un ensemble d'éléments qui sont mis sur pied pour qu'un jeune Américain qui a dérapé à un moment donné puisse revenir dans le droit chemin. Alors, c'est vrai que les libérations se sont accélérées ces derniers temps. Maintenant, que fera-t-on de la cinquantaine de prisonniers qui ne sont pas libérables du moment où Guantanamo est appelé à fermer selon la volonté du président Obama? C'est justement cela le casse-tête chinois. Quand vous dites que les libérations se sont accélérées, je suis désolé. Lorsque Barack Obama prend le pouvoir en 2009, il le dit, il doit fermer Guantanamo. Alors, quand il prend le pouvoir en 2009, il y a 242 prisonniers. Sauf que quand on crée la prison de Guantanamo en 2003, il y a 780 prisonniers. De 2003 à 2009, vous partez de 780 prisonniers à 242. Ça veut dire qu'on a libéré 538 prisonniers en l'espace de 6 ans. Barack Obama n'arrive pas à libérer 242 en 7 ans.
Vous n'allez pas me dire qu'on a accéléré. Ça pose un problème. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas les États, notamment, qui vont accueillir. En réalité, c'est comme on voit souvent sur le continent africain. Vous avez des présidents. Et là, Obama a joué à l'africain, hein, véritablement. Il a joué à l'africain. Des présidents qui prennent le pouvoir et qui disent des choses. C'est-à-dire qu'ils disent des choses et maintenant, c'est à leur état-major de travailler sur la question. On comprend donc qu'il s'agissait d'une promesse. Ils n'avaient pas mesuré la difficulté, notamment, de régler la question Guantanamo. La preuve aujourd'hui. Et puisqu'il est en fin de mandat, il veut, avant de quitter la maison ovale, le bureau ovale, la Maison Blanche, notamment gérer, c'est-à-dire que répondre à sa promesse, la tenir. C'est pourquoi vous parlez d'accélération. Comment, ça fait 2009, il y a encore, je crois, 51 prisonniers qui sont là, qui ne sont pas transférables, parce qu'en réalité, je pense qu'il faut aussi comprendre l'origine de Guantanamo. Au départ, pourquoi est-ce qu'il y a une surpopulation? Au départ, il était question d'accueillir uniquement les pires des pires, c'est-à-dire les prisonniers les plus délinquants possibles. Mais avec la psychose des attentats du 11 septembre et un ensemble de choses, il y en a qu'on a pris parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc ça n'a pu tenir compte véritablement du degré de criminalité que l'on pourrait accorder aux prisonniers. C'est la raison pour laquelle maintenant, de 2003 à 2009, sous le pouvoir de Bush, on a essayé un peu de décongestionner, je vous l'évoquais, 138 prisonniers en 6 ans, dont Barack Obama aujourd'hui est tenu par le temps, mais surtout, il n'y a pas de pays preneur pour notamment accueillir les 51 qu'on dit qui ne peuvent pas être transférables. Donc, maintenant, il est face à cela et véritablement, c'est l'un des entre guillemets, regrets si Barack Obama n'arrivait pas. Parce que pour les Américains, c'est qu'il a fait une promesse. Fermer Guantanamo. Eux ne veulent pas forcément comprendre les contours. Est-ce que à la fin de ces 2 mandats, il va fermer Guantanamo? Car il faut le préciser, on pensait qu'il allait le faire dès son premier mandat. Il est à la fin du second mandat, mais il n'a pas encore fermé Guantanamo. Alors, Hillary ou alors Donald Trump, qui pourrait peut-être suivre la politique de Barack Obama concernant justement la fermeture de Guantanamo? Je pense, sans réfléchir, Hillary Clinton. Parce que quand vous regardez au Congrès, ceux qui mettent les bâtons dans les roues, et là, c'est un argument qui plaide en faveur du président Barack Hussein Obama, ceux qui mettent les bâtons dans les roues, c'est des républicains. Ils ne sont pas vraiment très contents pour la fermeture de Guantanamo. Voilà. Ghislain, merci d'avoir répondu à l'invitation d'International. Le plaisir est partagé. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé l'émission qui a été réalisée par Gustave Canada. On se retrouve donc dans quelques jours pour une autre sortie d'International. Merci.